Je vais vous parler donc de la vérité dans les sciences. C'est un sujet qui m'intéresse bien sûr, mais qui me préoccupe surtout parce que nous vivons dans une époque, bon là j'ai écrit époque trouble, je ne sais pas, il aurait peut-être fallu dire époque troublée, mais ça revient à peu près au même. On vit dans une époque vraiment paradoxale. On peut dire que jamais la science n'a eu autant de succès. Il est clair que notre vie, au cours du dernier siècle, et surtout au cours du dernier demi-siècle, a été complètement bouleversée par l'arrivée d'instruments extraordinaires qui sont tous des résultats de recherche scientifique. Vous prenez le téléphone portable, le laser, le GPS, l'imagerie par résonance magnétique. Tout ça, ce sont des choses que l'on considère comme étant acquises, mais qui résultent d'un long travail scientifique préliminaire, d'abord recherche fondamentale, puis recherche appliquée. Et là, je vous parle essentiellement de recherches qui sont faites en physique, mais on pourrait dire la même chose en chimie, en biologie, en agriculture. Le fait qu'on est capable maintenant de nourrir une population de 7,5 milliards d'individus qui sera 10 milliards dans 20 ou 30 ans, avec une agriculture qui permet de nourrir ces gens alors qu'il y a un siècle, la population est simplement d'1,5 milliard, c'est une multiplication par 5 de la population en un siècle. Tout ça, ce sont des résultats de la recherche scientifique. Mais tous ces succès ne la protègent pas d'attaques que l'on voit de plus en plus fréquentes dans la société, de l'existence de fake news, de vérités alternatives qui sont extrêmement préjudiciables à la science. En effet, on voit que la science est attaquée et elle a du mal à se défendre. Elle n'est pas la seule à être attaquée. Ces fake news et tous ces fausses vérités, ces mensonges, ces théories du complot existent dans d'autres domaines que le domaine scientifique, mais la science est particulièrement fragile parce que ces théories du complot se basent sur le doute. Et la notion de doute est une notion essentielle en science. Donc c'est une forme pervertie du doute qui, au lieu de s'appliquer de façon rationnelle, comme je vais vous le montrer en ce qui concerne la démarche scientifique, s'applique de façon perverse, en fait déguise un doute légitime et le transforme en un doute complètement absurde qui conduit à tous ces mensonges. Alors, je ne suis pas sociologue, mais il y a des causes sociologiques qui sont très claires pour expliquer ces attaques et qui renvoient à votre discours tout à l'heure concernant la situation actuelle en Angleterre et en France et dans d'autres pays. Il y a dans une grande partie de la population une crainte liée à la globalisation des marchés, à la globalisation de l'économie, qui laisse un grand nombre d'individus sur le bord du chemin et qui leur fait peur. Et donc cette globalisation effraie et ça conduit les individus à se replier sur des particularismes culturels ou religieux. C'est ce qu'on appelle la tribalisation de la société. Les gens s'enferment dans des bulles qui sont favorisées par le développement de l'Internet et des réseaux sociaux et il se crée une vérité protectrice. Et la première notion qui est attaquée lorsque ceci se constitue, c'est la science, parce que la science est par définition globale, elle est universelle. Les vérités que la science nous donne ne dépendent pas d'une tribu, ne permettent pas aux gens de se rassembler autour d'idées simplificatrices, et comme c'est une vérité universelle, elle ne permet pas aux gens de s'identifier, et donc elle effraie. Et donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ces individus voient l'universalisme de la science comme un danger. Alors on a de nombreux exemples de cela, le négationnisme climatique, et dire par exemple que le réchauffement climatique est un mensonge de la Chine pour détruire l'économie de l'Occident, c'est une théorie du complot qui a été développée jusqu'au plus haut niveau, comme vous le savez, puisque le président des États-Unis était tenant de cette thèse. Il y a également des théories du complot sur les OGM, qui sont considérés comme des poisons que la science essaie d'imposer à la société, où les campagnes contre la vaccination font partie de cette espèce de propagation des mensonges dans la société, et c'est extrêmement dangereux. Et tout ça, ça se situe dans un contexte qui est ce que j'appellerais le relativisme culturel. Il existe des sociologues qui défendent l'idée que toute science est une construction sociale, que la science se bâtit comme une espèce de combat social entre les scientifiques qui sont face à la nature. Et ils décrivent ça comme une espèce de procès entre la société et la nature. Et donc, comme tout résultat d'un procès peut être contesté,
les vérités scientifiques sont des constructions qu'on peut contester, donc on met sur le même plan une théorie scientifique et une opinion. Et c'est souvent propagé par les médias qui, lorsqu'il y a un sujet polémique, vont opposer un tenant, un responsable scientifique avec quelqu'un qui va exprimer une opinion, et on les met sur le même plan. Et donc on encourage la polémique, et ça fait partie donc, de ce problème. Donc qu'est-ce que peut faire un scientifique face à ça? Je crois que la seule chose qu'on peut faire, c'est de défendre constamment la vérité scientifique et la défendre en expliquant ce qu'elle est. Et ce que je vais essayer de faire dans cet exposé, c'est montrer comment la vérité scientifique se bâtit et comment elle évolue. Parce que la vérité scientifique n'est pas quelque chose de figé, ce n'est pas un dogme. Par définition même, c'est complètement l'opposé d'un dogme ou d'une vérité révélée. C'est une vérité qui peut évoluer et qui évolue parce que le doute est quelque chose d'important en science, mais pas le doute dont j'ai parlé tout à l'heure, un vrai doute rationnel. Donc je vais vous parler, mon exposé va avoir plusieurs parties. Je vais d'abord essayer de définir simplement ce qu'est la vérité scientifique, dire comment elle évolue. Elle est constamment remise en question par un échange entre les observations, l'expérimentation et les modèles théoriques. Une partie importante va être consacrée à parler de la puissance que la science nous a donnée pour expliquer le monde, pour donner prise sur le monde. Et je pense que c'est un élément important de la vérité. Elle est vraie parce qu'elle a prise sur le réel, alors que toutes les théories du complot n'ont aucune prise sur le réel et sont au contraire néfastes lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes. Je parlerai du réductionnisme, de la connectivité de la science, le fait que la science ne s'établit pas dans un domaine seulement, que les connaissances scientifiques sont interdisciplinaires et que si on touche à un aspect de la science, on va avoir des répercussions sur d'autres aspects. Et il y a un échange constant de différentes disciplines entre la théorie et l'expérimentation. Je dirais quelques mots de l'universalité de la science, qui est sa force, mais également sa faiblesse, comme je vous l'ai dit, parce qu'elle ne donne pas elle inquiète du fait même de son universalité. Et une des difficultés de la science, qui est très profonde, c'est qu'elle révèle un monde qui est contre-intuitif. Plus on avance dans la science, qu'il s'agisse de la physique, de la chimie ou de la biologie, plus on va vers des notions qui sont contraires à l'intuition qu'on peut se faire du monde. Et donc c'est très riche parce que ça nourrit les débats à l'intérieur de la science, mais c'est également une cause de fragilité de la science parce que les gens qui ne font pas de science, justement, sont immédiatement amenés à contester les résultats de la science parce que c'est contre-intuitif. Et enfin, j'essaierai de dire, puisqu'il faut toujours terminer par une note optimiste, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer donc, pour résoudre ces problèmes et pour essayer d'avancer. Donc, pour parler de la vérité scientifique, je commencerai par dire une chose évidente, c'est qu'il y a deux aspects de cette vérité. Le premier aspect, c'est la vérité des faits. On observe le monde et on décrit ce qu'on voit. Et ça a commencé il y a très longtemps. Par exemple, l'observation du mouvement des planètes, le mouvement des planètes dans le ciel, le mouvement du Soleil, les éclipses, sont des choses qui ont été observées dès l'Antiquité. Et cette observation du monde factuel, évidemment, elle ne donne pas prise aux fake news. Tout le monde peut observer le ciel et voir des choses, le mouvement des planètes est ce qu'il est, et tout le monde l'a observé depuis les temps les plus reculés. À partir du XVIe, XVIIe siècle, à cette observation passive est venue s'associer une observation active qui consiste à reproduire sur Terre, reproduire dans un laboratoire, reproduire dans un endroit clos, un phénomène pour essayer de l'étudier de façon quantitative. Et à partir de là, il y a un lien qui s'est établi entre la science et les mathématiques, parce que pour décrire de façon quantitative les phénomènes, il faut les mesurer. Le résultat des mesures, ce sont des nombres, et il faut ensuite associer ces nombres pour comprendre ce que l'on voit. Et tout ça, donc, il s'agit d'observation et d'expérience, c'est validé par le fait que c'est reproductible. Lorsqu'on écrit un article scientifique, jusqu'à aujourd'hui, il faut, dans cet article, donner tous les éléments pour que, en théorie, quelqu'un qui lit l'article soit capable de refaire l'expérience, de refaire l'observation et de vérifier cela. Donc il n'y a pas de place pour les fake news. Évidemment, l'actualité nous a donné des exemples de cas où des gens ont truqué leurs résultats expérimentaux. Souvent, la plupart du temps, ce n'est pas en physique. Ça arrive beaucoup plus souvent en biologie. Mais on pourrait étudier les ressorts psychologiques qui conduisent des gens à avoir ce comportement suicidaire, mais c'est marginal. En fait, ces résultats ne résistent pas au temps. Et donc, il n'y a pas
dans une science bien faite, il n'y a pas de place pour les fake news. Alors à quoi répondent ces deux observations et expériences? L'observation répond à une question très simple, quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui se passe? L'expérience répond à la question comment ça se passe, puisqu'on se met à faire des mesures. Par exemple, là, vous voyez l'image que je montre en bas de cette diapositive, c'est Galilée, c'est une représentation de Galilée étudiant la chute des corps. Galilée faisait rouler des billes sur un plan incliné et il réalisait donc la chute des corps dans des conditions où on peut l'observer. Si la bille roule sur un plan incliné, elle va moins vite que si elle tombe directement, donc on peut faire des mesures plus précises. D'autre part, on peut éviter les frottements au maximum et donc isoler le phénomène. Vous savez que depuis l'Antiquité, on pensait, depuis Aristote, que les corps lourds tombaient plus vite que les corps légers. Effectivement, si vous lâchez une plume et un poids lourd, la plume va tomber plus lentement. Mais ça, c'est un artefact. C'est lié au fait qu'il y a une résistance de l'air. Et Galilée a bien compris ça. Et il a créé donc une situation expérimentale où on isole le phénomène étudié de toutes les perturbations qui le rendent plus difficile à comprendre. Et à partir de là, il a montré que eh bien, la chute, la distance parcourue par un corps qui tombe est proportionnelle au carré du temps. Si vous doublez le temps de chute, la distance parcourue sera 4 fois plus grande. On a raconté qu'il avait fait cette expérience depuis la tour de Pise. C'est plutôt une légende. En fait, il l'a fait plutôt dans un environnement de laboratoire. Et ça posait des gros problèmes à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de montre, il n'y avait pas d'horloge. Donc il mesurait le temps de façon extrêmement primitive. On dit qu'il comptait son pouls, par exemple. C'était une première façon de mesurer le temps. Ou qu'il le faisait avec des clepsydres. Oui, il renversait une clepsydre et il pesait le poids d'eau qui s'était écoulé pendant la chute. Et depuis lors, il y a eu des progrès gigantesques à la mesure du temps, comme je vous en dirai quelques mots par la suite. Donc ça, c'est la vérité des faits. Mais une fois que les faits ont été établis, il faut essayer de les expliquer. Et donc on passe à un niveau théorique et on répond à une troisième question qui est pourquoi. Pourquoi est-ce que les corps parcourent une distance proportionnelle au carré du temps quand ils tombent? Et là, il faut élaborer un modèle mathématique qui explique ce qui se passe. Et en ce qui concerne la chute des corps, évidemment, le rôle essentiel était celui de Newton, qui a établi donc à la fin du XVIIe siècle la théorie de la gravitation universelle. Les corps tombent parce qu'ils sont attirés par la Terre. Cette attraction est inversement proportionnelle au carré de la distance. Et avec un peu de mathématiques, on trouve que la distance parcourue est proportionnelle au carré du temps. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'une théorie physique, en particulier de celle-là? C'est que cette théorie est puissante parce qu'elle unifie des phénomènes qui sont apparemment disparates et elle les réduit à un très petit nombre de paramètres. Par exemple, dans le cas de la chute des corps, Newton a montré que c'était la même force, la même théorie qui expliquait la chute d'une pomme, suivant la légende, et le mouvement des planètes autour du Soleil ou de la Lune autour de la Terre. La Lune, en fait, tombe vers la Terre en permanence, simplement comme elle a une vitesse tangentielle. À chaque seconde, elle tombe, mais elle suit une trajectoire circulaire, elle tombe en tournant. Et donc, il a relié des phénomènes que les gens considéraient comme étant complètement différents. Un autre exemple, toujours pris à la physique de la science anglaise, c'est la théorie de Maxwell, qui a unifié l'électricité, le magnétisme. Donc, il a expliqué des phénomènes qui avaient été observés par Faraday en Angleterre, par Ampère en France, dans une théorie commune. Et cette théorie a également expliqué ce qu'était la lumière. La lumière est une onde électromagnétique, donc à nouveau, une théorie qui est unificatrice et qui réduit des phénomènes disparates à un petit nombre d'éléments. Par exemple, ici, un champ électrique et un champ magnétique. Mais ce n'est pas suffisant. Non seulement les théories doivent unifier et simplifier, donner une explication unique, mais elles doivent prédire des phénomènes nouveaux. Et par exemple, dans le cas de la gravitation, l'astronome Le Verrier au XIXe siècle, en étudiant les perturbations, étudiant la trajectoire de la planète Uranus, a montré qu'on ne pouvait pas l'expliquer si on n'admettait pas l'existence d'une planète inconnue qui perturbait la trajectoire d'Uranus. Et il a fait, par les calculs, déterminer la direction dans le ciel le long de laquelle on allait trouver cette planète nouvelle qui était Neptune. Et donc c'était un triomphe de la mécanique newtonienne et une preuve de sa vérité, puisqu'elle nous permet d'acquérir une connaissance qu'on n'avait pas avant. Dans le cas de l'électromagnétisme, c'est absolument évident, la théorie de Maxwell prévoyait que la lumière était une toute petite partie du spectre des ondes électromagnétiques. Il existait des grandes longueurs d'onde qui étaient inconnues et des courtes longueurs d'onde qui étaient également inconnues. Et c'était la découverte
des ondes radio par Hertz et des rayons X par Röntgen, 10 ou 20 ans après la mort de Maxwell, a également été un triomphe de cette théorie, puisqu'elle prévoyait des phénomènes nouveaux dont nous connaissons tous l'importance. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la vérité des théories, elle n'est pas figée dans le marbre, elle est certifiée temporairement par les succès, et par les succès prédictifs. Mais si une théorie prédit quelque chose qu'on n'observe pas, ou si elle ne permet pas d'expliquer quelque chose qui se produit, cette vérité doit être modifiée, doit être transformée pour rendre compte de ces nouveaux phénomènes. Donc les théories elles sont vraies jusqu'à ce que les phénomènes non explicables conduisent à les remettre en cause et à les remplacer par des théories nouvelles. Alors là, je vais vous donner un exemple. C'est encore un événement qui s'est produit ici à Londres. En 1900, Lord Kelvin, qui était le pape de la physique classique de l'époque, a prononcé à la Royal Institution une conférence qui est restée célèbre, qu'il a appelée 19th Century Clouds over the Dynamical Theory of Heat and Light. Ça paraît un terme très technique, mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y avait deux petits phénomènes dans la physique qui ne pouvaient pas être expliqués par la physique classique, par la physique de Maxwell, par la physique de thermodynamique classique. Ces deux phénomènes, ce sont deux questions qui sont liées au rayonnement thermique, c'est-à-dire au fait que les corps chauffés émettent de la lumière. Ça, c'est quelque chose que tout le monde peut constater. Si vous chauffez un morceau de fer, il va se mettre à rayonner. Mais le spectre de ce rayonnement était inexplicable par les théories classiques. En particulier, les théories classiques prédisaient que plus la longueur d'onde était courte, plus l'émission était importante, ce qui était non pas observé expérimentalement et en plus absurde. Ça conduisait à une divergence de l'énergie lumineuse. C'est ce qu'on a appelé la catastrophe ultraviolette de la physique classique. Et le deuxième nuage, c'était le fait que la vitesse de la lumière, telle qu'elle était calculée par Maxwell, était la même pour tous les observateurs. Il était impossible, en voyageant, en se dirigeant dans la direction de la vitesse de la lumière, de la voir aller moins vite. Donc l'idée qu'on pouvait combiner la vitesse de la lumière avec d'autres vitesses était quelque chose qui ne marchait pas en physique classique. Et ces deux nuages, donc le rayonnement thermique et la vitesse de la lumière, ont conduit à la physique quantique pour le premier nuage et à la théorie de la relativité pour le second. Et ces deux aspects, la physique quantique et la théorie de la relativité, on en doit évidemment les débuts à un seul homme, le même Albert Einstein, pendant une série de papiers qu'il a écrits entre les années 1905. D'abord, en 1905, il a publié 4 papiers fondamentaux pour faire démarrer donc la physique quantique et la théorie de la relativité restreinte. Et ensuite, dans les années qui ont suivi, il a continué à approfondir ces deux théories, en particulier à transformer la théorie de la relativité restreinte en relativité générale, qui a bouleversé les conceptions newtoniennes de la gravitation. Et donc, vous voyez comment la vérité évolue, mais il ne s'agit pas d'une révolution qui rejette les théories antérieures. La théorie newtonienne continue à décrire convenablement des phénomènes si les vitesses des corps en question sont faibles par rapport à la vitesse de la lumière. La mécanique classique continue à marcher pour des objets gros par rapport à ce qu'on appelle la constante de Planck. Et donc, finalement, les nouvelles théories élargissent le champ d'application des anciennes, mais ne les invalident pas totalement. Et en ce sens, sur une belle phrase de Newton, les scientifiques sont assis sur les épaules des géants qui les ont précédés. Et Einstein avait cette conception très forte. Il dialoguait directement avec Newton dans ses écrits, et il ne rejetait pas la théorie newtonienne, simplement il montrait qu'elle devait être adaptée. Alors maintenant, le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est, je vous ai dit tout à l'heure, la preuve de la vérité scientifique par son utilité. Qu'est-ce qu'elle permet de réaliser? Et je vous ai donné quelques exemples au début, tous les instruments de notre vie quotidienne qui sont des triomphes de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée. Et je voudrais prendre un exemple en particulier, parce qu'il est très frappant, qui est l'exemple du GPS. En fait, tout à l'heure, Marc et moi, pour venir de notre hôtel, c'est pas très loin d'ici, mais on s'est servi d'un GPS qui était adapté pour les voitures, donc on a dû un peu choisir des courts-circuits pour arriver, mais c'est quelque chose qui fonctionne parce que ça applique la théorie quantique et la théorie de la relativité. Alors comment fonctionne le GPS? Des horloges atomiques, qui sont des résultats de la physique quantique, des horloges qui mesurent le temps basées sur les oscillations des électrons dans un atome,
sont embarqués sur un grand nombre de satellites qui gravitent autour de la Terre. Ces satellites se synchronisent entre eux, ils échangent des signaux qui permettent de s'assurer qu'ils mesurent le même temps. Et en échangeant des signaux, ils mesurent avec une très grande précision, parce que la vitesse de lumière est constante, leur position respective, leur distance respective. Et ils envoient des signaux aux appareils, maintenant ce sont simplement les téléphones portables, et en recevant des signaux venant de 3 ou 4 satellites, par triangulation, la triangulation c'est simplement la géométrie élémentaire qui consiste à déterminer la distance si on connaît un côté d'un triangle et des angles, eh bien, on arrive à se localiser sur Terre avec une précision de l'ordre du mètre. Et en fait, cette précision est limitée actuellement, même pour des raisons militaires. Le GPS pourrait avoir une précision plus grande, mais on la limite volontairement. Et ça marche. Donc c'est un triomphe de toutes sortes de technologies, d'électronique, de physique des micro-ondes, parce que les échanges se font par signaux micro-ondes, et de la physique fondamentale, et en particulier de la relativité. Pourquoi la relativité? Parce que ces horloges qui bougent par rapport à nous voient le temps s'écouler à un rythme différent du rythme qu'elles auraient si elles étaient immobiles. Ça, c'est de la relativité restreinte. Et également parce que ces horloges se trouvent dans un champ de gravitation plus faible, puisqu'elles sont un satellite loin de la Terre. Et la théorie de la relativité générale dit que l'espace-temps est courbe et que cette courbure influe sur l'écoulement du temps également, et que les horloges vont plus vite quand elles sont dans un champ de gravitation plus faible. Et ces corrections, elles ne sont pas négligeables. Ce sont des corrections qui, s'accumulant sur la journée, portent sur des dizaines de microsecondes. En une microseconde, la lumière parcourt quelque chose comme 300 mètres. Elle parcourt 30 cm en une nanoseconde, donc elle fait 300 mètres par microseconde. Et 30 microsecondes, c'est plusieurs kilomètres. Donc si on n'appliquait pas ces corrections, le GPS serait faux de plusieurs kilomètres et on ne serait jamais arrivé ici à temps, Marc et moi. Donc c'est essentiel. Et donc ce que je voulais vous dire là, c'est qu'on vérifie tous les jours, des centaines de millions d'utilisateurs vérifient tous les jours la théorie de la relativité sans le savoir. C'est un peu spécial, mais c'est vrai, et c'est un résultat fondamental. Alors, est-ce que le GPS, c'est de la recherche fondamentale ou de la recherche appliquée? C'est de la recherche fondamentale au départ, parce que ça nous donne une prise sur le monde, mais c'est également quelque chose d'important pour la recherche appliquée. Et ça ne s'arrête pas là. Des horloges atomiques ultra précises nous permettent de déterminer la forme de la Terre avec une précision extraordinaire. Le fait que l'écoulement du temps dépend du champ de gravitation fait dire que si vous déplacez des horloges à la surface de la Terre, vous allez pouvoir construire la surface du géode, c'est-à-dire la surface d'égal champ de gravitation, qui va dépendre de la distribution des masses à l'intérieur de la Terre. Alors là, c'est très exagéré, bien sûr. La Terre n'est pas une patate comme ça, elle est très proche d'une sphère, mais il y a des écarts à la sphère, et ces écarts sont importants. Et c'est la recherche de ces écarts, c'est d'une certaine façon la recherche de la vérité. Alors, est-ce que c'est fondamental ou est-ce que c'est appliqué? Bon, on peut dire d'abord que ça va aider à la navigation, parce que ça peut rendre le GPS encore plus précis. C'est important en géophysique, parce que ça permet de déterminer, par exemple, les ressources naturelles, parce que les variations de densité sous la surface du sol révèlent la présence de minéraux qui ont une densité différente de celle de la Terre en moyenne. Ça permet de mesurer également le niveau des océans, donc d'étudier les effets du réchauffement climatique, la fonte des calottes polaires. Et peut-être un jour, ça permettra de prévoir les tremblements de terre, parce que des très faibles signaux précurseurs se manifestent par des variations infimes du champ de gravitation qui peut-être un jour seront utilisées pour faire ce genre de prédiction. Ce que je voudrais dire, c'est que cette recherche de la vérité, qui au départ est motivée par la curiosité, n'a pas commencé avec le GPS au XXe siècle. Je vais prendre un exemple historique, qui est une question apparemment inutile, qui s'est posée dès le XVIIe siècle. Donc lorsqu'on a su, on savait que la Terre était une sphère, mais il y a eu des indices qui semblaient montrer qu'elle n'était pas exactement sphérique. Et dès la fin du XVIIe siècle, il y avait deux thèses qui s'affrontaient. Une thèse qui disait que la Terre était oblongue, un peu comme un ballon de rugby pointant vers les pôles. Et si c'était le cas, 1 degré le long d'un méridien, allant de l'équateur au pôle, devait décroître avec la latitude. Et le degré devait devenir plus court aux hautes latitudes qu'aux basses latitudes. Et cette thèse était soutenue par Cassini, qui était l'observateur
le directeur de l'Observatoire de Paris au XVIIe siècle, qui avait fait des mesures de triangulation pour établir des cartes précises de la France et qui avait l'impression que le degré le long du méridien au nord de la France était plus petit que le degré du méridien dans le sud. Et donc lui tenait la thèse que la Terre était oblongue. La thèse inverse était que la Terre était aplatie. 1 degré le long d'un méridien va croître avec la latitude. Et il y avait un conflit entre la théorie et l'expérience, parce que les théories de Huygens et de Newton prédisaient que la Terre devait être aplatie comme ça. Et on comprend de façon intuitive ce qui se passe. La Terre tourne sur elle-même, donc les régions équatoriales sont expulsées par la force centrifuge plus que les régions polaires. Et donc les calculs de Huygens et de Newton prédisaient une Terre aplatie. Et il y avait également des expériences qui avaient été faites, en particulier lorsque la France a occupé la Guyane au XVIIe siècle. Des astronomes sont allés en Guyane pour observer les étoiles et mesurer la parallaxe de la planète Mars. Et ils avaient transporté avec eux des pendules dont ils avaient besoin pour fixer le temps universel. Et ces pendules battaient un peu plus lentement à l'équateur qu'à Paris. Il y avait une différence par jour de 2 minutes et demie. Et donc ça allait dans le sens que la Guyane était plus loin du centre de la Terre que Paris. Et donc il y avait ces deux thèses qui s'affrontaient. Et la question est comment trouver la vérité. Et la seule façon de trouver la vérité, c'est de faire des mesures. On peut raisonner, employer des tas d'arguments, mais il faut faire des mesures. Et pour faire des mesures précises, il ne suffisait pas d'aller du sud au nord de la France, parce que la différence des degrés était trop faible par rapport aux erreurs possibles. Il fallait aller le plus loin possible entre l'équateur et le pôle. Et donc l'Académie des sciences a envoyé en 1736 2 expéditions, l'une au cercle polaire, l'autre à l'équateur, pour répondre à cette question par des mesures sans ambiguïté. Et les 2 chefs des expéditions, c'était Maupertuis pour l'expédition polaire et Lacondamine pour l'expédition à l'équateur. Maupertuis est un grand mathématicien et physicien, on peut dire, qui a reformulé les lois de Newton à partir d'un principe de moindre action. Donc c'était quelqu'un qui a joué un rôle très important, mais en même temps, et je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'était un aventurier, puisque aller dans les régions en Laponie à cette époque-là, c'était pas évident, ça a pris beaucoup de temps. Et il a fait ses mesures, et pour une raison que j'ai oubliée, Voltaire haïssait Maupertuis, et il a écrit des pamphlets dans lesquels il se moquait de lui, il lui donnait des surnoms désobligeants. Et donc c'est une des manifestations de l'esprit de Voltaire. Lacondamine était beaucoup plus jeune, c'était un jeune mathématicien qui avait été nommé à l'Académie des sciences à 25 ans, et qui est parti donc dans ce qu'on appelait la vice-royauté du Pérou, et pour mesurer 1 degré le long du méridien de Quito. Donc il est abouti à Quito. Et vous voyez sur cette carte les triangles. On peut voir des triangles qui lui ont permis de paver la route de Quito à Cuenca, entre l'équateur et 1 degré de latitude sud. Et la technique est la technique du GPS, c'est-à-dire qu'on mesure des triangles en mesurant des angles. Donc il avait apporté des lunettes astronomiques qui repéraient des éléments du paysage, le sommet d'un clocher, un arbre, le sommet d'une montagne, et il construisait des triangles, et il suffisait de mesurer une base de l'un de ces triangles par trigonométrie pour avoir les dimensions de tous les triangles. Et la base, il l'a mesurée en reportant une toise qu'il avait amenée de Paris sur une distance de l'ordre de plusieurs kilomètres dans la vallée qui sépare les 2 lignes de volcans. Et donc, lui, il est resté pendant 10 ans en Amérique du Sud avant de rentrer à Paris. Et lorsque les 2 expéditions sont rentrées à Paris, elles ont publié donc, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences les résultats de leurs mesures. Et donc, Maupertuis était le premier, donc la figure de la Terre déterminée par messieurs de l'Académie royale des sciences qui ont mesuré le degré du méridien au cercle polaire. Et 7 ans plus tard, Bouguer, qui était un des compagnons de Lacondamine, a rapporté les résultats de sa mesure. Lacondamine lui est resté encore plusieurs années et il est revenu par la vallée de l'Amazone. Et c'est lui qui a, ensuite, quelques années plus tard, il a fait un compte-rendu à l'Académie des sciences où il a raconté sur le plan géographique et ethnographique tout ce qu'il avait vu en redescendant l'Amazone jusqu'à l'Atlantique et jusqu'à Cayenne. Et le résultat de ces expéditions, c'est que la Terre est aplatie, effectivement. Et en fait, maintenant, on sait que le rayon équatorial
est plus grand que le rayon polaire d'environ 0,3%, 3 millièmes, ce qui correspond pratiquement exactement aux prédictions de Newton. Donc c'est un résultat, c'est une vérité scientifique, c'est une vérité qui permet d'ailleurs aux habitants de l'équateur d'être très fiers parce qu'ils disent que le Chimborazo, qui est le plus haut volcan de l'équateur, est la plus haute montagne du monde parce qu'elle est plus loin du centre de la Terre que le sommet de l'Everest, en raison de la latitude en question. Donc c'est un des aspects de ce genre de recherche. Je vous indique aussi une phrase dans le compte-rendu de Maupertuis. Quand il introduit son travail, il écrit « L'Académie se voyait... » Donc pourquoi est-ce que cette expédition a été lancée? L'Académie se voyait ainsi partagée. Ses propres lumières l'avaient rendue incertaine lorsque le roi voulut faire décider cette grande question qui n'était pas de ces vaines spéculations dont l'oisiveté ou l'inutile subtilité des philosophes s'occupent quelquefois, mais qui doit avoir des influences réelles sur l'astronomie et sur la navigation. Donc vous voyez que déjà au XVIIIe siècle, les scientifiques éprouvaient la nécessité d'expliquer que leur recherche, qui était en fait basée sur la curiosité, était utile et allait servir à quelque chose. Et donc ça continue, c'est toujours le cas aujourd'hui. On doit toujours, même au Collège de France, on fait de la recherche fondamentale, mais on doit constamment démontrer que cette recherche va peut-être un jour être utile. Donc voilà un aspect de la vérité scientifique sur lequel je voulais insister. Et ça m'amène aussi à dire un mot du lien entre la recherche fondamentale qui est motivée par la curiosité, dont je viens de parler, et la recherche appliquée qui est motivée par son utilité. Et je veux insister sur le fait qu'elles sont intimement liées l'une à l'autre. Il est impossible d'obtenir des résultats appliqués s'il n'y a pas un substrat de recherche fondamentale avant qui donne les découvertes fondamentales qui permettent ensuite d'être appliquées. Et inversement, les outils, les instruments de la recherche appliquée permettent de pousser encore beaucoup plus loin l'investigation et l'observation, et donc permettent de faire évoluer les théories. Et l'exemple que je vais vous donner là, qui est un exemple beaucoup plus récent, puisqu'il s'agit de la découverte des ondes de gravitation en 2015, est à mon avis un exemple magnifique de cette relation entre la technologie et la recherche fondamentale. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a à peu près un peu plus d'1 milliard d'années, deux trous noirs. Les trous noirs, ce sont le résultat de l'effondrement d'étoiles massives lorsqu'elles ont fini de brûler leur combustible nucléaire. La gravitation l'emporte, elle s'effondre sur elle-même, et le champ de gravitation devient tellement intense que plus rien ne peut lui échapper. Et il se trouve certaines situations où deux étoiles qui orbitaient l'une autour de l'autre deviennent deux trous noirs, et ces trous noirs tournent l'un autour de l'autre, et en tournant, ils émettent de l'énergie gravitationnelle, donc ils perdent de l'énergie, donc ils se rapprochent, et ils tournent de plus en plus vite en émettant de plus en plus d'énergie, et finalement, ils viennent collapser, ils viennent s'effondrer l'un sur l'autre pour donner un seul trou noir, avec un dégagement d'énergie gigantesque. Deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre émettent en moins d'une seconde l'énergie correspondant à 5 masses solaires, 5 ou 6 masses solaires, suivant la formule E égale mc2, qui est la seule formule que tout le monde connaît. Mais imaginez ce que ça représente. Le Soleil brûle 1/1000 de sa masse, 1/1000 de sa masse, quand il en transformant de l'hydrogène en hélium, en 5 ou 6 milliards d'années. Donc vous avez 1/1000 de la masse en 6 milliards d'années. Ici, vous avez 5 masses en 1 seconde. Donc ça fait un événement cataclysmique absolument gigantesque. Il s'en produit des tas dans l'univers, maintenant on le sait à cause de ces détections. Et vous voyez le signal que ça produit au niveau du sol. Vous voyez les deux traces que je représente ici, qui sont représentées ici. Ce sont les premières traces observées. Elles ont été observées par des antennes de gravitation. Qu'est-ce que c'est que les antennes de gravitation? Ce sont les deux dispositifs que vous voyez en bas de cette diapositive. Une de ces antennes se trouve dans l'État de Washington aux États-Unis, l'autre dans l'État de Louisiane, à 3000 km l'une de l'autre. Et ces antennes sont constituées de miroirs, c'est ce qu'on appelle un interféromètre de Michelson. Et ces miroirs reçoivent la lumière d'un laser qui est réfléchi et qui revient vers la lame qui est séparée, le laser en deux vaisseaux. Et en étudiant les interférences de ces lasers, de ces faisceaux laser, on peut détecter des variations des déplacements des miroirs qui sont distants de 4 km l'un de l'autre, des déplacements qui sont de l'ordre de moins d'un milliardième de la taille d'un seul atome. Ça veut dire que la variation relative de distance des miroirs est de l'ordre de 10-20, 10-21, c'est-à-dire 1 divisé par
quelque chose qui est 100 milliards de milliards. Et donc ça, et donc vous voyez cette espèce de contraste entre l'effet gigantesque qui a produit cette déformation de l'espace-temps et l'effet minuscule qu'il a 1 milliard d'années plus tard, lorsque ces ondes qui se sont propagées à travers l'univers arrivent au niveau de la Terre. Et vous voyez, il faut les deux traces rouges et bleues montrent qu'il y a eu coïncidence entre les signaux détectés par les deux détecteurs, mais en fait on les a déplacés légèrement de l'ordre d'1 milliseconde parce que l'onde de gravitation est arrivée 1 milliseconde avant sur l'un des détecteurs que sur l'autre, parce que la source se trouve à une distance légèrement différente des deux détecteurs. Donc on a 1 milliard d'années-lumière, c'est un triangle qui a un sommet à 1 milliard d'années-lumière de nous, et les deux bases du triangle sont à 3000 km seulement, qui est 1 milliseconde d'année-lumière. Donc vous voyez la précision avec laquelle on peut pointer les événements de cette façon-là. Pour aller un cran plus loin, donc voilà le principe du dispositif. Vous avez un laser, un beam splitter, c'est-à-dire un séparateur de lumière qui transforme le faisceau laser en deux faisceaux se propageant à angle droit. Et lorsque l'onde de gravitation passe, l'un des bras est légèrement raccourci et l'autre bras légèrement allongé. Et lorsque la lumière revient, la balance entre les deux rayonnements est légèrement déséquilibrée par cette différence de distance. Et dans la direction du photodétecteur, on voit quelques photons passer. Et c'est ce qui manifeste le passage de l'onde de gravitation. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que le laser est évidemment essentiel pour cette observation. Et le laser est un instrument qui est venu de la découverte fondamentale qu'a faite Einstein en 1916 de ce qu'on appelle l'émission stimulée. Le fait qu'il y ait un processus d'émission de lumière par les atomes qui conduit à une amplification de la lumière qui conduit au laser. Il a fallu à peu près 50 ans entre le travail d'Einstein et l'invention des lasers. Et ensuite encore 50 ans avant que les lasers deviennent assez sophistiqués et assez précis pour faire ce genre d'expérience. Et la même année, Einstein a prédit l'existence des ondes de gravitation. Donc vous voyez comment un aspect appliqué, un aspect fondamental sont venus se réunir pour conduire à ce triomphe de la vérité scientifique, quelque chose dont Einstein n'avait pas la moindre idée. Et Einstein est mort donc il y a 60 ans, 70 ans, et il pensait que ces expériences seraient à jamais impossibles. Lorsqu'on lui parlait de détection des ondes de gravitation, il disait que les ordres de grandeur sont tels qu'on n'y arrivera jamais. Or, ça a été possible grâce aux travaux d'Einstein, finalement. Alors, ceci me conduit à un mot sur la connectivité de la vérité scientifique. Donc, tout part de l'observation de la nature. On fait des observations, on fait des expériences. Ça conduit à l'établissement de théories. Par exemple, la théorie de la physique quantique. La théorie prévoit des phénomènes nouveaux, par exemple l'émission stimulée. Ces phénomènes nouveaux conduisent à la réalisation d'instruments, par exemple le laser. Et le laser est une sonde, est un moyen d'investigation qui permet de faire des observations encore beaucoup plus précises ou de renforcer ou d'infirmer la théorie. Il est clair que si on n'avait pas observé les ondes de gravitation, il se serait posé des questions sur la cosmologie ou sur la relativité générale. Et de façon accessoire, mais ça c'est très important pour nous, ces instruments servent à des applications dans la vie de tous les jours. Et je vais insister sur l'importance du laser dans toutes les technologies modernes. En fait, le marché du laser, c'est un marché de dizaines de milliards de dollars tous les ans, à partir donc de cette découverte fondamentale. Et c'est ce que j'appelle la toile de la science. C'est un réseau d'équilibre entre théorie et expérience, et qui relie entre eux les différents domaines de la science. Parce que le laser sert à la fois à la physique, à la chimie, à la biologie, toutes sortes d'applications possibles. Ce que je veux dire aussi, c'est que cette toile est très solide. Si on veut changer quelque chose, il faut faire attention de ne pas la déchirer. Il faut faire attention à ce que modifier un élément de cette toile va avoir des répercussions sur les autres. Et si on fait cette modification, il faut qu'on explique tout ce qu'on a déjà expliqué avant, et pas seulement détruire. Par exemple, si on nie le réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'on nie l'effet de serre. L'effet de serre, c'est un effet de thermodynamique qui est connu depuis 2 siècles, qui est lié sur des connaissances de physique et de chimie. Et donc, si on le nie, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et je reviens donc à ce que je disais sur Trump tout à l'heure. Dès que Trump est arrivé, devenu président, il a d'abord demandé qu'on arrête de mesurer la température de la Terre, c'est-à-dire qu'il veut ignorer le thermomètre, c'est-à-dire nier les faits. Et ensuite, il a dit aussi que dans les rapports, l'administration américaine a dit que dans les rapports des agences fédérales américaines, on devait cesser d'employer des phrases comme « scientifiquement prouvé ».
que la phrase scientifique en prouvé devait être bannie. Et ça a conduit les scientifiques américains à protester. Donc ça, c'est une photo qui a été prise à Harvard, je crois, oui c'est ça, dans le Massachusetts, de scientifiques qui se sont symboliquement bâillonnés en disant que la science basée sur la preuve est importante et que le silence est tragique pour la science. Et il y a eu également un rapport de l'Académie des sciences américaines en 2018 indiquant leur préoccupation face à l'attitude complètement anti-scientifique de l'administration américaine sur les problèmes du climat. Alors, quelques mots sur l'universalité de la vérité scientifique. D'abord, je voudrais insister sur le fait que la même méthode scientifique se pratique partout dans le monde, quelles que soient les traditions locales et les cultures. Donc, c'est quelque chose d'universel. La science, elle a démarré, la science moderne a démarré en Europe avec les travaux de Copernic, de Galilée, de Newton, etc. Et ensuite, quand elle s'est généralisée au monde entier, qu'elle s'est globalisée, elle a été pratiquée suivant la même démarche partout. Maintenant, au XXe et XXIe siècle, vous avez la même démarche scientifique en Chine, en Inde, bien sûr aux États-Unis. Il n'y a pas de barrière pour la science, et c'est un des problèmes que j'ai mentionné tout à l'heure. Un autre aspect qui est important, je crois aussi, c'est que les acteurs de la science s'effacent derrière leurs découvertes. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, on insiste sur les personnalités de Newton, d'Einstein, etc., mais ils n'ont pas inventé, ces gens-là n'ont pas inventé ce qu'ils ont découvert. Ils ont découvert des vérités universelles. Et si Einstein n'avait pas existé ou s'il était mort en bas âge, quelqu'un d'autre aurait découvert sous cette forme ou sous une autre la théorie de la relativité. Et pour aller plus loin, s'il existe d'autres civilisations sur des exoplanètes, et si elles sont arrivées à un niveau d'avancement analogue ou supérieur au nôtre, je suis certain que la théorie de la relativité et la physique quantique peut être exprimée sous des formes différentes et a été découverte par ces civilisations. Et ça, c'est très différent de l'art. Les artistes inventent vraiment leurs œuvres. On ne peut pas parler des œuvres de Molière ou de Shakespeare si on ne... c'est pas quelque chose qui aurait été produit s'il n'y avait pas eu les artistes en question. Donc, il y a une différence entre la découverte et l'invention, en ce sens. Et je voudrais aussi dire que cette vérité scientifique ne dépend pas du contexte culturel. Donc je m'oppose très fortement à l'idée du fait que la science est une fabrication sociale. C'est vrai que certaines conditions peuvent favoriser l'émergence de la science. Et on peut se poser la question pourquoi est-ce que la Renaissance, en particulier en Italie, a été si propice au développement des idées nouvelles et pourquoi, entre les années 1900 et 1930, la physique quantique et la physique moderne ont éclos dans une génération de scientifiques qui sont tous nés dans une période de quelques années, autour de 1900. Enfin, le dernier point que je voudrais évoquer, c'est le problème de la science face aux préjugés et aux biais de l'intuition, notre intuition. Il est clair que plus on avance en science, plus on découvre des choses qui paraissent étranges, qui sont contraires à notre intuition quotidienne, et je voudrais donner quelques exemples. Donc, c'est ce que j'appelle les œillères des biais et des préjugés scientifiques. Et le premier, c'est l'illusion relative au mouvement. Et je reviens à Galilée. Lorsque Galilée, reprenant les travaux de Copernic, a dit que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et pas l'inverse, il s'est opposé à une idée qui était extrêmement simple. Tout le monde, ça fait des milliers d'années qu'on voit le Soleil se lever à l'est, traverser le ciel et se coucher à l'ouest. C'est évident et clair que nous sommes immobiles et que tout tourne autour de nous. Et ça a été en plus écrit dans les Écritures, et donc s'opposer à ça était une hérésie. Mais ce n'est pas simplement une hérésie, c'est également quelque chose qui est contraire à notre intuition quotidienne. Et Galilée a eu l'immense mérite de comprendre que le mouvement était quelque chose de relatif. Et ça a conduit, finalement, Einstein n'a fait que reprendre cette idée en l'élargissant quelques siècles plus tard. Et donc Galilée en a souffert, et donc il y a cette fameuse phrase, et pourtant, même quand il a été obligé de se rétracter, et il a fini par dire, et pourtant elle tourne, et il a passé les dernières années de sa vie en résidence surveillée, à écrire de façon clandestine sur la théorie ce qu'il appelait la théorie des deux mondes. Il y a une très belle pièce de Bertolt Brecht qui s'appelle La vie de Galilée, qui raconte cette histoire avec beaucoup de précision et d'émotion.
Pourtant, elle tourne, mais j'ai lu il y a un sondage qui a été fait récemment qui dit qu'en France, il y a 7% des gens qui pensent que la Terre est plate, toujours aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'effectivement la Terre ne peut pas tourner. Vous allez sur l'Internet, il y a un prédicateur islamiste saoudien qui explique que la Terre ne peut pas tourner. Il donne une explication très simple. Il dit si la Terre tournait, ce serait très simple. On prend un avion, on monte, on attend que la Terre ait tourné et on se repose. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas compris la relativité du mouvement et qui se sert finalement de technologies modernes comme l'avion pour démontrer de façon complètement absurde que la Terre ne peut pas tourner. Deuxième illusion, l'illusion sur l'universalité du temps. Alors ça, c'est quelque chose de encore plus net. Depuis Newton, le temps est un paramètre qui s'écoule de la même façon pour tout le monde. Les lois des mouvements des planètes et des corps s'obtiennent en décrivant leur mouvement dans un temps qui s'écoule, qui est le même pour tout le monde. Et ça paraît évident. Si vous avez une horloge chez vous et que vous avez une montre à votre poignet, que vous vous déplacez pendant toute la journée, que vous revenez le soir, les deux montres marquent le même temps. Le fait que vous ayez bougé n'a pas d'importance. Mais ça, c'est vrai parce que vous n'avez pas une précision suffisante. Et on a vu tout à l'heure que si vous avez besoin de la précision du GPS, le temps ne s'écoule pas de la même façon. Il y a un caractère relatif du temps qui a été quelque chose qui a été le point de départ de la théorie de la relativité d'Einstein. Et là aussi, ça a conduit à beaucoup de discussions parce que c'était contre-intuitif. Et là, quelques photos sont des photos qui ont été prises au Collège de France et à la Sorbonne en 1922, lorsqu'Einstein est venu faire des conférences sur la théorie de la relativité. Il avait été invité par Paul Langevin, qui était un professeur au Collège de France, qui était un ami d'Einstein, et qui a eu pas mal de courage pour faire ça à cette époque-là, parce que l'Allemagne et les scientifiques allemands étaient boycottés après la Première Guerre mondiale. Et donc, en invitant Einstein à Paris, Langevin a rompu ce boycott. En fait, Einstein n'a pas été reçu à l'Académie des sciences, il a été reçu au collège et à la Sorbonne. Et il a donc dit que le temps était quelque chose de relatif, et les gens ne le croyaient pas. Et donc Langevin a développé à cette occasion, il l'avait déjà fait avant, mais il a repris ce paradoxe des jumeaux, disant que d'après la théorie de la relativité, si vous avez deux jumeaux, que l'un d'entre eux monte dans une fusée et fait un voyage dans l'espace à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, quand il reviendra sur Terre, il sera plus jeune que le jumeau resté à Terre. Et ça, c'est une conséquence évidente de la théorie de la relativité, et ça a été vérifié depuis pour des particules élémentaires, et c'est vérifié aussi au niveau de la précision du GPS, mais c'était quelque chose qui est évidemment contre-intuitif, et Bergson, qui était professeur au Collège de France, philosophe et écrivain, s'est opposé à Einstein. Il disait, c'est pas possible, le temps dont vous parlez, c'est le temps des physiciens, c'est un temps ésotérique, bizarre, mais le temps de ma conception, de ma psychologie, le temps de ma biologie ne peut pas être un temps qui est relatif de cette façon-là. Et donc il y avait eu cette discussion au collège qui était très profonde entre Bergson, Einstein et un politicien, Paul Painlevé, qui avait été président du Conseil dans les années 20, était un mathématicien qui a en fait écrit un traité de relativité où il a donc rendu populaire auprès des scientifiques français la théorie de la relativité restreinte et générale. Et je trouve que c'était une époque intéressante où il y avait donc des politiciens qui s'y connaissaient en sciences. Et je pense que je crois pas qu'à ce niveau-là, en tout cas, il n'y en a plus eu depuis. Et je pense que c'est peut-être un des problèmes que nous avons à ce sujet. Troisième biais, l'illusion du déterminisme. D'après Newton également, si on connaît les positions initiales des particules et leur vitesse, on peut déterminer toute la suite. Et Laplace disait, si vous me donnez la position de toutes les particules du monde, il n'y aura plus besoin d'astrologie pour prédire l'avenir, je peux vous prédire tout ce qui va se passer dans la suite. Évidemment, c'est pratiquement impossible, parce qu'il y a trop de paramètres à connaître, mais ce n'est pas uniquement pratiquement impossible. D'après la physique quantique, c'est impossible pour une raison fondamentale. Au niveau des atomes, les processus sont des processus aléatoires sur un plan vraiment fondamental. On ne peut pas prédire à quel moment un atome va émettre une particule radioactive, à quel moment un atome va émettre un photon. On ne peut pas prédire la trajectoire qu'un atome va suivre avant de l'avoir mesuré. On ne peut le prévoir que de façon probabiliste. On ne peut qu'établir des théories probabilistes. Et c'est un aspect fondamental de la physique quantique qui déplaisait à Einstein. En fait, Einstein a été l'un des fondateurs de cette physique.
mais il n'a jamais vraiment accepté la philosophie qu'il y avait derrière. Il avait l'habitude de dire Dieu ne peut pas jouer au dé avec la nature. En fait, quand il parlait de Dieu, il parlait des lois de la nature ne peuvent pas être des lois basées sur le hasard. Et Niels Bohr, qui a formalisé la physique quantique la façon qui est encore acceptée aujourd'hui, répondait à Einstein « Qui es-tu pour dicter à Dieu les règles de son jeu ?» En fait, ce que veut lui dire Bohr, c'est qu'on observe, et même si on n'est pas content de ce qu'on observe, à partir du moment où c'est observé de façon rationnelle, ça doit être la vérité, ça va être la nature. Mais ça n'a jamais, en fait, Einstein n'a vraiment jamais accepté ça. Il y a un phénomène qui le troublait encore plus, qui est le fait que ce caractère parfaitement probabiliste, le fait que le hasard joue un rôle essentiel en physique quantique, est en même temps en plus un hasard non local. Et ça conduit à la seule idée quantique que je vais introduire ici, qui est la notion d'intrication. Qu'est-ce que c'est que l'intrication? C'est que vous avez deux particules. Chaque particule peut avoir deux états possibles, que j'ai symbolisés ici par des couleurs rouge et bleu. Ça peut être deux états de polarisation d'un photon, ça peut être deux états d'énergie différents d'un atome. Et lorsque les atomes ont interagi, ils se trouvent dans un état intriqué, c'est-à-dire qu'ils sont corrélés fortement d'une façon qui est indépendante de leur distance. Lorsque c'est deux, ce qu'on appelle des qubits, parce que c'est des systèmes à deux niveaux, qui sont les équivalents quantiques d'un bit d'un ordinateur classique qui peut prendre deux valeurs 0 et 1, lorsque ces deux qubits ont été intriqués, même si vous les séparez par une très grande distance, ils continuent à être intriqués. Et par exemple, on peut envoyer des photons à travers des fibres optiques sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres, et cette corrélation continue, existe toujours, avec le fait qu'en plus, ce sont des phénomènes aléatoires. C'est-à-dire que si vous faites une mesure sur une partie du système, vous allez trouver un résultat aléatoire, mais ce résultat sera le même que celui que vous aurez sur l'autre. Autrement dit, c'est comme si non seulement Dieu joue au dé, mais c'est un jeu non local. Et les dés tombent toujours sur la même face, même si la distance entre les deux événements est très grande. Et ça, c'est quelque chose d'abord, qui permet d'échanger des nombres aléatoires à très grande distance, et c'est important, ce qu'on appelle la cryptographie quantique, c'est-à-dire qu'on peut échanger des suites de nombres qui sont complètement aléatoires et qui permettent de crypter, de décrypter des messages de façon inviolable. Donc ça peut commencer à être utilisé. Mais Einstein n'aimait pas ça du tout. Il appelait ça une action fantomatique, spooky action at a distance, une action fantomatique à distance. Et il pensait que la théorie quantique était incomplète, qu'il y avait des variables cachées qui permettaient d'expliquer ces phénomènes. Et après la mort d'Einstein, un théoricien de CERN qui s'appelle John Bell, qui a établi des formules qui permettent de tester les idées d'Einstein. Et ce qu'on appelle les inégalités de Bell sont en fait violées, ce qui prouve qu'il n'y a pas de variable cachée. Et c'est en particulier le travail d'Alain Aspect en France qui a démontré ça. Et il y a eu des tas d'expériences qui ont été faites par la suite. Donc la nature est comme ça. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça que la nature se comporte. La dernière illusion, qui est en dehors de la physique, c'est l'illusion de l'improbabilité de l'évolution. En fait, qu'est-ce que dit la théorie de l'évolution darwinienne? C'est que l'évolution est liée à des mutations au hasard qui se produisent sur des millions de générations, et ça conduit par un effet de filtre qui fait que seules les mutations favorables subsistent. Ça conduit à l'évolution, à la création d'organes aussi sophistiqués que l'œil ou que le cerveau humain. Et ça, c'est effectivement complètement contre-intuitif, parce qu'on n'a pas l'idée des probabilités se produisant sur des temps aussi longs. Et donc, plutôt que d'admettre ça, on préfère penser qu'il y a créationnisme ou l'intelligent design, des idées de ce genre, suivant lesquelles il faut qu'il y ait eu une volonté créatrice pour arriver à faire ce genre de choses. Cet argument créationniste typique qui s'applique contre la théorie de l'évolution ou contre la théorie du Big Bang, on la trouve sur l'Internet. J'ai trouvé, en préparant cet exposé, j'ai trouvé cette phrase qui dit que donc, tout le problème tourne autour d'un point, c'est est-ce qu'on préfère croire la parole de Dieu qui était là, plutôt que la parole des scientifiques actuels qui n'étaient pas là? Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à ce genre d'argument? Je crois que l'argument, c'est que la science ne demande pas de croire. On ne demande pas de croire aux arguments. On demande simplement d'accepter la démarche rationnelle. On observe des choses et ça conduit à des idées. Et donc ça me conduit à la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut promouvoir, donc faire comprendre la démarche scientifique? Et je crois que la réponse, on la trouve dans le traité de l'éducation de Condorcet à la fin du XVIIIe siècle.
parce que finalement, on défend les valeurs de la science en même temps que les valeurs de la démocratie. Si on applique une pensée rationnelle, si on part des faits, on observe les faits et qu'on en déduit des choses de façon rationnelle, sans se laisser emporter par la passion, sans se laisser emporter par des croyances, eh bien, on favorisera l'évolution de la science et on favorisera également la démocratie parce qu'on permettra aux citoyens de résister davantage aux mensonges de démagogues ou de... Voilà. Donc, en fait, il faut promouvoir l'éducation à tous les âges et à tous les niveaux. C'est ce que Condorcet a impliqué dans son traité. Pour reprendre à contrario, dire l'importance de tout cela, je vais à nouveau citer Trump, qui, dans sa campagne électorale, disait « I love uneducated people ». Et c'est clair que la raison pour laquelle il aime les gens non éduqués est absolument évidente. J'efface cette phrase immédiatement. Et comme il faut toujours conclure de façon optimiste, je vais rappeler à nouveau l'histoire. L'histoire nous apprend que la science finit par vaincre, en fait, les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. Galilée, on se souvient de Galilée, mais on a oublié, enfin je vous rappelle le nom du pape qui s'était opposé à Galilée au XVIIe siècle. Lysenko était un biologiste, entre guillemets, soviétique que Staline aimait beaucoup et qui a conduit l'agriculture soviétique à une catastrophe. Et on se souvient de Darwin et pas de Lysenko. Et je ne vous donnerai pas les noms des scientifiques nazis qui disaient que la science d'Einstein était une science juive et qu'il fallait rejeter la théorie de la relativité. Donc je pense que ça, c'était des épisodes tragiques de notre histoire. J'aime à penser que les épisodes qu'on vit aujourd'hui sont plus ubuesques que tragiques, mais j'en suis pas absolument sûr. Donc je vais arrêter là, je vous remercie. J'avais une question, donc j'ai bien compris que vous rejetiez les arguments constructivistes. Néanmoins, est-ce que quand même vous acceptez que les scientifiques, donc je ne parle pas de la vérité scientifique, je parle des scientifiques, sont pris dans des institutions, dans un système qui font que, par exemple, si on retire des crédits à la recherche fondamentale ou un certain système de mode de publication et de construction de carrière peut affecter la manière dont la science est faite. Et par exemple, sur la course à la publication originale, dans quelle mesure est-ce que ça affecte la reproductibilité dont vous parlez et qui est essentielle? C'est-à-dire s'il faut toujours publier des choses qui n'ont jamais été faites avant, est-ce qu'il n'y a pas une tentation qui est de ne pas opérer ces travaux de reproductibilité? Oui, ce que vous voulez dire, c'est que le système actuel peut être, dans certains cas, pousse au crime. C'est vrai, c'est une des raisons des falsifications ou des publications qui sont critiquables et qui sont non reproductibles. Je veux dire, la façon, effectivement, il faut trouver un système qui favorise l'émergence de la vérité et qui ne pousse pas à ce genre d'excès. Et je ne veux pas dire que les conditions dans lesquelles la science s'effectue ne sont pas importantes sur son effectivité, sur sa réussite. Et je pense que l'un des exemples les plus profonds de ça, c'est la résistance d'Einstein lui-même vis-à-vis de la physique quantique. C'est une espèce de combat intérieur, mais qui a conduit à la vérité finalement. Einstein ne rejetait pas la physique mécanique quantique, il pensait qu'on allait trouver quelque chose au-delà, c'était ce qu'il souhaitait. Il était un peu dans la position de détective qui découvre que c'est un membre de sa famille qui est le criminel, mais il est obligé de l'accepter. Et c'est ce que je pense, ce qui fait la grandeur de la science, c'est le fait que finalement on doit s'incliner devant les observations et devant ce que la nature nous présente. Vous avez parlé des vérités universelles de la physique. Est-ce qu'une vérité universelle de l'être humain qu'il n'est pas que raison, qu'il a besoin de croire? Einstein est un exemple très intéressant, je trouve, parce que quand il dit qu'il ne veut pas croire que Dieu joue avec les dés, c'est justement qu'il a une pollution de la croyance dans son rationalisme. Oui. Je pense aussi à une étude que j'ai lue récemment qui disait que les êtres humains qui croient en un Dieu ont une espérance de vie plus longue que les gens qui ne croient pas. Donc que l'irrationnel et la croyance font du bien à l'être humain. Oui. Oui. Donc une fois qu'on a dit ça, est-ce que ce que vous dites n'est pas immuable dans l'histoire de l'humanité, à savoir que la science a toujours eu
à faire face aux croyances et à l'irrationalité de l'être humain. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, mais il y a quelques siècles, c'était la religion. Et donc, en fait, ce que vous décrivez, c'est peut-être un peu plus tendu en ce moment, mais c'est une vérité absolue de l'histoire humaine. Oui, d'abord, pour Einstein, je crois que quand il parlait de Dieu, c'était une métaphore. Ce n'était pas une croyance religieuse, c'était une croyance dans un ordre de la nature. Et bon, ça a une relation indirecte. Alors, ce que vous dites est vrai, mais ce que vous dites revient à dire que la religion ou Dieu sont des créations du cerveau humain, et je le pense. Profondément, ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, c'est l'homme qui a créé Dieu. Et c'est vrai qu'il y a eu toujours cette tension entre le besoin de croyance et la rationalité scientifique. Mais je pense que ce qui fait la grandeur de l'humanité, c'est que précisément elle est arrivée à dépasser cette irrationalité, ce besoin de croire qui n'est pas basé sur la raison. À partir du XVIIe siècle, la science a fini par l'emporter dans un certain domaine. Mais c'est vrai que cette tension existe et que on n'est pas uniquement raisonnable, c'est évident. Oui, monsieur. Est-ce que vous croyez au hasard ou est-ce que le hasard, c'est ce qu'on ne sait pas encore? Non, je crois effectivement, en tout cas ce que nous dit la physique quantique, c'est qu'il existe un hasard irréductible des phénomènes à l'échelle microscopique. Et ce n'est pas simplement ce qu'on ne sait pas encore, c'est vraiment un hasard fondamental, essentiel. Et si on renonce à ce hasard, on arrive à des contradictions à l'intérieur de la théorie quantique. Donc, je ne veux pas dire que ça va toujours être le cas, parce qu'on ne peut jamais prévoir comment la science va évoluer, mais à l'époque actuelle et en fonction de toutes les observations qu'on a pu faire, ce hasard irréductible existe. Très bien. Alors, écoutez, on va remercier encore Serge.